Chapitre 2: L'humanité et les écosystèmes, les services écosystémiques et leur gestion. L'homme, en tant qu'espèce, appartient à la biocénose d'un écosystème. Sa présence sur la quasi-totalité de la surface du globe engendre des effets souvent négatifs sur les écosystèmes qu'il colonise. En effet, vous avez vu au collège ainsi qu'en seconde que l'homme, en s'installant dans un nouveau milieu, va l'aménager en fonction de ses activités, l'habitation, les transports, l'industrie. Cela perturbe l'écosystème et diminue la biodiversité. Mais parfois, pour préserver la biodiversité, l'homme est capable de créer des réserves ou des parcs naturels. Nous verrons dans ce chapitre que tout n'est pas aussi simple. Certes, l'homme va avoir un impact direct sur son environnement, mais cela va aussi impacter sa santé, les services écosystémiques et la biodiversité. L'espèce humaine ne domine donc pas la nature, elle en fait partie. Voyons dans un grand 1 l'homme qui exploite les écosystèmes. Quel que soit leur lieu de vie, les humains sont en interaction avec d'autres êtres vivants. Ces organismes sont issus d'écosystèmes où l'homme puise ses ressources, pour l'habitation, pour l'alimentation, l'énergie, etc. Les écosystèmes assurent donc de nombreuses fonctions pour l'homme et qui en tirent de nombreux bénéfices. On les appelle les services écosystémiques. Ce sont des services rendus par les écosystèmes pour améliorer le bien-être humain. Il en existe de différentes natures. Voyons dans un grand A les services d'approvisionnement. L'homme, par exemple, exploite les ressources forestières. Il récolte le bois, le transforme en meubles ou en énergie et génère du profit. Il peut également chasser le gibier et cueillir des champignons pour se nourrir. La culture de plantes pour l'alimentation ou le textile. Et enfin, il faut savoir que 70% des principes actifs de nos médicaments sont issus de plantes sauvages, appelées aujourd'hui plantes médicinales. Grand B, les services de régulation. La biodiversité permet ou facilite les activités humaines, notamment dans l'agriculture. Par exemple, la pollinisation est assurée par les pollinisateurs sauvages et les abeilles domestiques. Elle permet la production des fruits et des légumes. À l'échelle locale, certaines villes ont compris que planter des arbres permet d'améliorer la qualité de vie de ses habitants. En effet, les arbres filtrent l'air et rafraîchissent l'atmosphère. De plus, la création de petits écosystèmes forestiers apporte également des bénéfices à l'échelle globale en stockant le carbone. Voyons dans un grand C les services culturels. La forêt est un lieu propice aux balades, à pied ou à vélo. C'est donc un lieu de loisirs. Dans les zones urbaines, des jardins sont aménagés pour permettre ces loisirs. Il existe également des réserves naturelles dont le but principal est de préserver une biodiversité menacée et rare, mais ces réserves sont également des lieux d'éducation à la biodiversité. Voyons dans un grand 2, l'homme perturbe les écosystèmes qu'il exploite. Pour se nourrir, se loger, se procurer des ressources énergétiques ou matérielles dont il a besoin, les humains altèrent, voire détruisent les écosystèmes. Vous verrez dans cette activité documentaire que pour fournir des ressources utiles aux humains, les écosystèmes sont dégradés, comme ici l'abattage sélectif du bois, ou détruits pour être convertis en agrosystème. On voit dans ce paysage que la forêt a laissé place aux champs cultivés. On voit ici
dans la région de Murundave à Madagascar, alors c'est grâce à Google Earth, on a une zone qui est d'abord très boisée, et avec le temps, on aperçoit des petits îlots ici déboisés, de déforestation, par brûlis principalement, ici aussi. Dix ans plus tard, la zone s'est étendue. Et enfin aujourd'hui, en 2014, le massif est complètement déforesté, ici aussi, et on a la culture qui a pris le pas dans cette région. La dégradation ou la destruction des écosystèmes entraîne des conséquences comme l'érosion des sols et une perte importante de la biodiversité. On voit ici, après une forte pluie, l'eau qui a raviné dans le champ de maïs et qui a provoqué un ensevelissement de la culture. On voit ici la déforestation qui entraîne un écoulement, encore une fois, des eaux lors des fortes pluies, avec des glissements de terrain qui mettent les racines des arbres à nu. Ces dégradations ont également un impact sur les écosystèmes voisins par l'intermédiaire de l'effet de lisière. Par exemple, à la frontière entre cette prairie et cette forêt, qu'on appelle donc la lisière, les conditions physico-chimiques changent. Il y a plus de lumière et de chaleur au niveau de la prairie, par exemple, et on va alors constater un changement de la biocénose. Cela entraîne une augmentation de la mortalité des espèces entre les deux milieux, les espèces de chaque milieu entre les deux milieux, les unes n'étant pas adaptées au biotope des autres. C'est ce qu'on appelle l'effet de lisière. Enfin, l'achat de produits de consommation en métropole peut favoriser la dégradation d'écosystèmes lointains. Vous avez tous entendu parler de l'huile de palme dans le Nutella, dans cette pâte à tartiner. Alors l'huile de palme ne sert pas qu'à la consommation, qu'à l'alimentation. Vous voyez que c'est une part en 2010 qui représentait quand même la majorité, 57%. Mais aujourd'hui, l'huile de palme est utilisée pour la confection du biodiesel et elle représente que 34% dans l'alimentation. Ce qui indique malgré tout qu'on consomme plus d'huile de palme aujourd'hui en 2014 qu'il y a 4 ans, en 2010. Cette huile de palme, cette consommation d'huile de palme entraîne une déforestation ici en Indonésie, donc la forêt primaire est détruite, rasée puis brûlée, pour planter des palmiers à huile. Donc diminution de la biodiversité puisqu'on n'a qu'une seule espèce d'arbre, et ici destruction de l'habitat, notamment des orang-outans. Beaucoup d'écosystèmes mondiaux sont impactés, avec une perte mondiale de la biodiversité et des conséquences néfastes pour les activités humaines. Il peut y avoir une diminution de la production, la pollution des eaux ou le développement de maladies. Les conséquences de ces dégradations, à l'échelle mondiale, vont avoir un impact sur la santé humaine. Et c'est ce que vous verrez dans l'activité santé humaine et santé des écosystèmes. Il y a en fait des liens entre la santé humaine et la santé des écosystèmes, et ces liens sont nombreux. La perturbation des écosystèmes, les échanges mondialisés et le changement climatique modifient la répartition des espèces réservoirs et vecteurs de maladies infectieuses pour l'homme. En parallèle, certaines espèces sauvages
vont jouer le rôle de piège écologique pour les espèces vectrices, en les neutralisant. Enfin, certaines espèces exotiques deviennent invasives dans les écosystèmes qui sont peu diversifiés et peuvent nuire à la santé humaine. Ici, vous avez l'exemple de l'ambroisie qui envahit nos fossés et nos prairies et qui, lors de sa floraison, produit un pollen qui est extrêmement allergène. Enfin, dans un grand 3, nous allons voir que l'homme peut réagir et tenter de protéger les écosystèmes qu'il a précédemment détruits. Les connaissances scientifiques des écosystèmes peuvent permettre une gestion rationnelle des ressources exploitables, assurant à la fois l'activité économique et un maintien des services écosystémiques. Par exemple ici, on vous montre l'exemple de l'aménagement d'une route qui coupe un cordon boisé abritant des chauves-souris. Donc, dans cette zone ici, on a un cordon boisé qui abrite des espèces de chauves-souris. La route traverse ce cordon boisé. Sans aménagement, donc de manière classique, on fait la route et on la borde d'arbres. Et on voit que ça empêche les chauves-souris de traverser cette route et de rejoindre l'autre partie de leur territoire. Avec un aménagement, on densifie les plantations au bord de cette route, donc on a à peu près le même nombre d'arbres que sans aménagement, mais on permet, sur cette trajectoire-là, de laisser passer les chauves-souris. C'est une zone donc qui n'est pas boisée et qui n'est pas éclairée non plus. Dans les habitats anthropisés, c'est-à-dire aménagés par l'homme, l'ingénierie écologique recherche et propose des solutions pour permettre de réduire les perturbations engendrées par l'homme. L'ingénierie écologique, c'est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler, à modifier, à exploiter ou à réparer les écosystèmes afin d'en tirer durablement le maximum de bénéfices. On appelle aussi la conservation biologique, la restauration ou la compensation écologique. Vous voyez ici la création d'écoponts au-dessus des autoroutes. Ces ponts sont destinés à laisser passer les animaux sauvages pour qu'ils puissent traverser l'autoroute en toute sécurité et ainsi moins fragmenter leur territoire. Pour avancer des arguments en faveur de la biodiversité, certains procèdent à une monétarisation de la nature. Même s'il est quasiment impossible de donner une valeur marchande aux écosystèmes, certaines études visent à en estimer la valeur économique. Ces valeurs sont déterminées par des méthodes indirectes, c'est-à-dire fondées sur les marchés existants et les comportements observés sur ces marchés, ou par des méthodes directes, fondées sur l'estimation faite par les individus sur les coûts de restauration ou les coûts évités. Mais cette monétarisation de la nature et des services rendus par les écosystèmes fait débat, puisqu'elle ne tient pas compte de la complexité des interactions et du fonctionnement des écosystèmes, et que certains estiment que la nature a une valeur intrinsèque, excluant toute évaluation économique. En conclusion, nous pouvons dire que les écosystèmes ne sont pas figés. Ils évoluent au fil du temps. Ils subissent sans cesse des perturbations naturelles, comme un incendie, qui font partie de leur dynamique. Dans ce cas, l'écosystème évolue pour retrouver son état initial. C'est la résilience. Parfois, les perturbations sont anthropiques.